Mon bâtiment principal est construit sur une ligne de symétrie nord-sud qui se superpose au méridien de Paris. Situé dans le sud de la capitale, j'ai été fondé il y a 350 ans sur ordre du roi Louis XIV. C'est l'un de mes directeurs qui a déduit de ses calculs la présence d'une 8e planète derrière Uranus, Neptune, qui sera observée quelques années après cette déduction. Malgré mon âge vénérable, je continue à être en activité tant en astrophysique qu'en physique théorique et je suis le 2e établissement de mon genre le plus important au monde après celui d'Harvard. J'abrite en mon cœur l'horloge parlante, je suis garant du temps universel, je suis... Je suis l'Observatoire de Paris, 350 ans la tête dans les étoiles, c'est l'anniversaire qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce vénérable anniversaire, quel âge, 350 ans, celui d'un chêne robuste et d'un non moins vénérable établissement. Nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Combe, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne au LERMA, le laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphère à l'Observatoire de Paris. Nous sommes également en compagnie de Thomas Wiedemann, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en astrophysique et planétologie au LESIA, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Où ça? Eh bien toujours à l'Observatoire de Paris. Et pour commencer, avant de s'y rendre, puisque nous allons y aller dans quelques minutes, dans quelques instants, racontez-moi l'un et l'autre, c'est une question piège, un souvenir mémorable de votre carrière qui reste et qui restera intimement lié à l'Observatoire. Françoise Combe. Oh, quel souvenir. Ça, c'est en effet une question. Moi, je pense que peut-être un des meilleurs souvenirs, c'était la soutenance de ma thèse, par exemple, parce que c'est justement là où on rentre dans l'assemblée de tous ces vénérables astronomes qui sont là. On commence à faire ses preuves et on délibère avec tous les scientifiques présents. Donc je pense que c'est un événement important. Oui, rappelez-nous sur quoi vous avez soutenu votre thèse. Alors, au départ, j'ai fait 2 thèses en fait. Une sur les univers symétriques de matière et antimatière. Donc ça, c'était une idée de Avery Schatzman, qui était mon directeur de thèse à l'époque. Et puis ensuite, la thèse a été sur la formation des galaxies, la dynamique des galaxies. C'est ce qui restait votre spécialité. Nous vous avions accueilli d'ailleurs à ce sujet dans la méthode scientifique. Thomas Wiedemann, un souvenir qui reste intimement lié pour vous à cet Observatoire de Paris. Eh bien, j'allais dire les passages de Vénus devant le Soleil. On a eu plusieurs, au cours des siècles de l'histoire de l'Observatoire, cet événement s'est reproduit à très peu de fois, puisque ça arrive à peu près qu'une fois tous les siècles. Et j'ai eu la chance de diriger avec un collègue à Nice la campagne scientifique pour les transits de 2004 et 2012. Et nous avons donc exploité à la fois les archives qui étaient présentes à l'Observatoire et les instruments les plus modernes. Et donc ça illustre assez bien, je dirais, la continuité et le renouveau qu'a toujours été pour nous cette institution. Eh bien, de cette transition de Vénus devant le Soleil, il va en être question dans quelques instants, puisqu'avant d'aller plus loin et de plonger dans l'histoire de cet observatoire, je vous propose donc de vous y rendre par les ondes, puisque j'ai eu la chance de pouvoir le visiter en compagnie de son actuel directeur, Claude Catala, et de vous-même, Thomas Wiedemann, des guides éclairés. C'était la semaine dernière, par un beau mercredi matin très ensoleillé, l'Observatoire de Paris, comme si vous y étiez. Suivez le guide. Bienvenue à l'Observatoire de Paris. Cet observatoire a été fondé en 1667. Cette année, en 2017, nous fêtons les 350 ans de l'Observatoire de Paris. C'est une date très importante pour nous. Donc, il faut s'imaginer qu'ici même, à cet endroit précis, le 21 juin 1667, les scientifiques de l'Académie royale des sciences du roi Louis XIV ont tracé le méridien de Paris, en donnant comme instruction de construire ce bâtiment de manière presque parfaitement symétrique par rapport à ce méridien de Paris. Et on voit, et on a de la chance, il fait un magnifique ciel bleu aujourd'hui, on voit cette coupole blanche. Comment se fait-il qu'elle soit blanche, cette coupole ?
Alors ça c'est une contrainte, disons, thermique. C'est en principe pour faire des observations astronomiques de bonne qualité, il faut que la température à l'intérieur de la coupole soit égale à la température à l'extérieur, pour qu'il n'y ait pas d'échange thermique et donc pas de convection. Et donc on peint les coupoles en blanc, en principe, pour qu'elles puissent réfléchir la lumière du soleil et non pas l'absorber, de manière à ne pas chauffer dans la journée l'intérieur de la coupole, et pour que la coupole en début de nuit soit pas trop chaude par rapport à l'extérieur. Vous m'emmenez où? Eh bien, si vous voulez, on peut d'abord admirer la façade. Tout à fait. Vous voyez, donc sa construction a été confiée à un architecte célèbre qui s'appelait Claude Perrault, qui, pour la petite histoire, est le frère de Charles Perrault, était le frère de Charles Perrault, donc qui est celui des comtes de Perrault. Donc c'est une façade relativement austère, comme vous voyez, mais rappelant quand même les principes de la recherche scientifique. Oui, des moulures où on voit différents objets, la planète Terre, des compas. Voilà, vous voyez des objets du système solaire, donc la planète Terre, et vous voyez des instruments de mesure et d'observation. On rentre à l'intérieur? Voilà, nous sommes maintenant dans la salle du conseil. Vous voyez, c'est une salle circulaire de taille respectable avec une belle table ronde. Alors il n'y a pas de chevaliers qui se mettent autour, mais c'est les conseillers qui se mettent autour de cette table. Il n'y a pas de chevalier, mais il y a toute une galerie de portraits qui est sur chaque colonne et qui représente les différents membres ou les différents présidents du conseil. Alors cette galerie des portraits donc présente des portraits d'anciens directeurs de l'observatoire. Ils n'y sont pas tous, mais il y en a quand même une majorité. Alors on ne va pas les passer tous en revue, mais ce que vous pouvez constater en regardant les noms, donc Arago, Amiral Mouchez, Laplace, ce que vous voyez, c'est, vous repérez ici, vous qui êtes du 14e arrondissement, vous reconnaissez les noms des rues du 14e arrondissement, montrant que l'observatoire a joué et joue encore un rôle important dans la ville, si vous voulez. Alors sinon, les directeurs qui ont, à mon avis, le plus marqué l'histoire de l'observatoire et puis l'histoire des sciences en France, on peut citer donc François Arago, que vous avez ici. François Arago qui était à la fois un grand savant, un grand astronome, mais aussi un homme politique, qui était aussi un très grand vulgarisateur. Donc c'est quelqu'un qui aimait beaucoup faire des conférences publiques sur des sujets touchant à la science et notamment à l'astronomie. Il avait fait construire ici, dans l'aile ouest de ce bâtiment, un très très grand amphithéâtre qui pouvait contenir jusqu'à 800 personnes. Et dans cet amphithéâtre, sur un tableau noir, François Arago faisait des conférences publiques qui avaient un succès extraordinaire. Voilà. Cet amphithéâtre, il n'existe plus? Alors, il a été détruit par le successeur d'Arago, qui est un autre personnage très célèbre que vous avez ici, qui est Urbain Le Verrier. Alors, Urbain Le Verrier est surtout célèbre par le fait qu'il a découvert la planète Neptune simplement par le calcul. Donc, en repérant que la planète qui se trouve plus proche du Soleil que Neptune, qui s'appelle Uranus, avait une orbite perturbée. Il a donc démontré que ces perturbations étaient dues à une planète plus lointaine dont il a pu calculer la position et la masse. Et le triomphe est venu très peu de temps après, lorsqu'un astronome allemand, je crois, a découvert effectivement cette planète à l'endroit qui avait été prédit par Le Verrier. Il a été le successeur d'Arago et comme je le disais, donc, alors il faut dire qu'effectivement il s'entendait pas très bien avec Arago. Et une des premières choses qu'il a faites au moment où il a pris la direction de l'observatoire, c'est transformer l'amphi d'Arago en appartement. Et un mot peut-être rapidement aussi sur cette magnifique fresque qui orne le plafond de cette salle. Alors effectivement, au plafond, vous avez cette fresque qui est une allégorie du passage de Vénus devant le Soleil. Alors en fait, le passage de Vénus, en réalité, donc c'est un phénomène astronomique bien connu, qui se produit assez rarement. Ça se produit 2 fois tous les 120 ans à peu près, les 2 fois étant séparés de 8 ans. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en 2012, donc la prochaine fois, nous ne le verrons pas. Et c'est un phénomène qui a joué un rôle majeur à partir du XVIe siècle, et puis ensuite au XVIIe et enfin au XVIIIe.
jusqu'au 19e d'ailleurs, qui a permis aux astronomes de l'époque de mesurer les distances dans le système solaire. Donc la distance entre la Terre et le Soleil, la distance entre la Terre et Vénus. Définir l'unité astronomique en fait, voilà. La distance Terre-Soleil. Là nous sommes dans une salle immense, gigantesque, avec il me semble un méridien qui la traverse au centre. Voilà, donc nous appelons ça la salle Cassini, en honneur du premier directeur de l'observatoire, Jean-Dominique Cassini. On appelle aussi ça la salle de la Méridienne, parce que vous voyez ici, tracé, exactement au milieu de cette pièce, le méridien de Paris. Matérialisé dans cette salle par cette ligne que vous voyez, métallique, ici. Donc ce méridien de Paris a servi de référence à tous les navires français pour calculer leur longitude jusque vers la fin du 19e siècle, où il est devenu indispensable de définir un méridien unique, commun à tout le monde. Et il a été décidé en cette fin du 19e siècle, suite à une conférence qui s'est tenue à Washington, que le méridien de référence ce serait celui de Greenwich. Voilà, donc, et pas celui de Paris, donc raté. Donc, qui reste quand même un élément très intéressant patrimonial. Donc il faut bien se rendre compte que cette pièce, immense, comme vous le voyez, en fait, est un gigantesque instrument de mesure. Et c'est le tableau d'Arago ? C'est le fameux tableau noir. Voilà, vous avez devant vous là le tableau noir d'Arago, donc il faut imaginer. Donc, magnifique. Voilà. Est-ce qu'on monte dans la coupole ? S'il vous plaît. Merci. Nous voilà sur le toit de l'observatoire, avec une magnifique vue sur Paris. Vous pouvez admirer le Val-de-Grâce, le Panthéon, Notre-Dame, le Sacré-Cœur. On voit un petit bout de Saint-Sulpice là. Bien sûr. Puis la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, les Invalides. Magnifique. Voilà. Et nous voilà dans la coupole. Voilà, donc vous êtes maintenant dans la coupole Arago, devant la lunette Arago. Alors ça s'appelle comme ça parce que c'est un instrument et une coupole qui ont été commandés par François Arago. Il ne l'a pas vu parce que la construction de la lunette a été plus compliquée que prévu et a pris plus de temps que prévu. La fabrication de l'élément majeur de la lunette, qui est un objectif de 40 cm de diamètre, qui se trouve évidemment en haut de la lunette, hein, avait été confiée à deux opticiens qui travaillaient à l'Observatoire de Paris, les frères Henry, et qui ont eu beaucoup de mal à construire cet objectif qui, à l'époque, était le plus gros du monde. Alors c'est difficile de faire un objectif de grande taille parce que c'est un bloc de verre très volumineux, et que quand on coule du verre sur de grands volumes, il y a toujours des bulles d'air à l'intérieur et c'est extrêmement difficile. Donc ils n'ont pas réussi à construire dans les temps impartis cet objectif et il a fallu attendre un peu plus et malheureusement François Arago est décédé entre-temps. Alors donc ça c'est une lunette astronomique qui fonctionne sur un principe optique très simple. Donc on prend un objectif qui fait converger la lumière en son foyer et au foyer de l'objectif, donc de l'autre côté de l'instrument, à une distance égale à la distance focale de l'objectif, qui dans ce cas-là est de 9 mètres, eh bien on place un oculaire pour pouvoir regarder avec l'œil les astres. Donc cette lunette construite en 1854 est encore utilisée aujourd'hui, principalement pour les étudiants, à qui on montre le principe de l'observation astronomique grâce à cet instrument. On y a aussi observé justement le passage de Vénus devant le Soleil en 2012. Alors c'était difficile parce que c'était très tôt le matin et très bas sur l'horizon, mais on a quand même, disons, au moins tenté cette observation en 2012. Et puis on organise aussi de temps en temps, assez rarement, mais ça peut nous arriver, donc de petites séances d'observation publiques. Parce qu'à l'époque, ici, où nous nous trouvons, c'était la campagne. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur de la ville. Oui. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, on ne voit plus voir grand-chose à cause de la lumière atmosphérique ambiante.
Oui, alors donc effectivement, le site de l'Observatoire de Paris n'est pas considéré aujourd'hui comme un grand site astronomique au niveau mondial. Donc il y a la lumière de la ville qui est extrêmement gênante, la pollution très gênante également, et puis les conditions atmosphériques qui ne sont pas quand même les meilleures du monde. Donc aujourd'hui, les instruments que nous construisons, qui sont d'une taille évidemment largement supérieure à celle-là, on est quand même au XXIe siècle, on a fait quelques progrès, ces instruments on les met dans les meilleurs sites du monde qui sont au Chili d'une part, et à Hawaï, d'autre part, en général, donc dans des sites de montagne à très haute altitude et des sites extrêmement secs. Et très proches de l'équateur. Et proches de l'équateur et qui nous permet effectivement de voir à la fois l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et donc on ne développe plus d'instruments de pointe dans des sites comme l'Observatoire de Paris. Et pour conclure sur cette coupole qui est magnifique, évidemment tout est rotatif, c'est-à-dire qu'on peut tourner et le télescope et la coupole elle-même. Alors oui, bien entendu, un télescope, une lunette sont forcément animés d'une rotation, puisqu'il faut compenser la rotation de la Terre. Si vous ne le faites pas, une fois que vous avez pointé l'étoile que vous voulez observer, au bout de quelques minutes, elle est sortie de votre champ parce que la Terre a tourné. Et donc, pour compenser ça, on fait tourner l'instrument autour d'un axe qui est rigoureusement parallèle à l'axe de rotation terrestre. C'est ce que vous voyez là. Alors, l'autre mouvement très important dans une coupole, c'est la rotation de la coupole elle-même, parce qu'en fait, on observe à travers cette ouverture que vous voyez là. Et si on ne fait pas tourner la coupole, au bout d'un moment, le télescope ou la lunette pointe à l'intérieur de la coupole et ça ne va pas. Et donc on fait tourner la coupole régulièrement pour que l'ouverture suive la direction de pointée du télescope. C'est ce que vous entendez maintenant, la rotation de la coupole. Puisqu'elle doit pointer l'objet qu'elle est en train d'observer. Donc comme vous voyez, là c'est toute la coupole qui tourne autour de ce pilier central qui lui reste évidemment rigoureusement fixe, puisqu'il faut que toujours cet axe-là soit parallèle à l'axe de rotation terrestre. Alors là, on insiste beaucoup sur l'histoire, bien entendu, le passé. L'observatoire, évidemment, comme vous avez déjà pu le constater, est actif, scientifiquement actif. Nous en sommes d'ailleurs très fiers. L'Observatoire de Paris est le plus ancien observatoire au monde qui est encore en activité scientifique. Et les activités scientifiques de l'Observatoire de Paris aujourd'hui couvrent absolument tous les domaines de l'astronomie, depuis l'étude du Soleil, l'héliosphère, les planètes du système solaire, les exoplanètes, donc ces planètes qu'on a découvertes depuis maintenant une vingtaine d'années autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc les étoiles, le milieu interstellaire, la formation des étoiles, la galaxie, les galaxies, l'évolution des galaxies et la cosmologie. Donc, tous ces domaines sont étudiés à l'Observatoire de Paris. Nous avons aussi une station de radioastronomie qui se trouve à Nançay, près de Vierzon, dans le Cher, qui a vu la genèse de la radioastronomie en France. Où sommes-nous là en ce moment? Nous sommes au bâtiment B, 3e étage. Il se passe quoi dans ce bâtiment B, 3e étage? Bâtiment B, 3e étage, ce qui est particulier de ce bâtiment, c'est qu'on dispose d'une salle blanche dans laquelle on fabrique des détecteurs qui seront amenés à être installés sur des télescopes, au sol ou dans l'espace. Vous nous montrez ça? Oui. Allons-y, je vous suis. Donc la salle blanche, donc on peut voir de l'extérieur parce que pour entrer à l'intérieur, il faut mettre une combinaison. Bon, il faut, par définition, une salle blanche, c'est une salle très propre. L'objectif, c'est de faire des détecteurs qui fonctionnent à des longueurs d'onde submillimétriques. Si on traduit ça en termes de fréquences, c'est des fréquences qui vont jusqu'à quelques terahertz. Donc entre 100 GHz à 5 terahertz. Et dans cette gamme de longueurs d'onde, on a des molécules, des atomes, qui vont absorber ou émettre à ces longueurs d'onde. Et du coup, c'est des fréquences qui sont extrêmement élevées. On est obligé de développer ces détecteurs pour fonctionner à ces hautes fréquences. Pour ce faire, il faut qu'on dispose de moyens adéquats, et ces moyens, entre autres, c'est la salle blanche dans laquelle il se trouve un certain nombre de machines qui vont déposer, grâce auxquelles on va pouvoir déposer des couches extrêmement minces
qui font quelques centaines de nanomètres. Et du coup, donc, c'est des couches minces assez particulières parce qu'on développe des détecteurs supraconducteurs. Donc c'est à base de matériaux supraconducteurs qui permettent justement de développer in fine des composants qui sont extrêmement sensibles pour pouvoir détecter le rayonnement qui provient de l'espace. D'accord. Et ces instruments, du coup, ils sont destinés à quel type d'outils, de technologie, de télescopes? Alors, c'est des détecteurs qui seront amenés à être installés sur des télescopes, que ce soit au sol, sur des ballons stratosphériques qui montent jusqu'à 30-40 km, voire sur des télescopes dans l'espace. Allez-y. Salut. Dès le départ, les Cassini du début avaient bien compris que l'intérêt des mesures astronomiques, c'était de se répartir en différents lieux sur Terre. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Les grands projets d'astronomie internationaux sont mondiaux, sont en collaboration, et donc finalement, depuis ses origines, l'Observatoire a cette vocation et nationale et mondiale, disons, pour augmenter au plus de nos possibilités et disons, de l'intérêt scientifique, la dimension des consortiums internationaux qui se forment sur ces grands projets. Eh bien, en attendant, le ciel s'est couvert. Dans le visible, mais dans l'infrarouge, on voit toujours. Voilà la voix de Thomas Wiedemann qui nous permet de faire la transition temporelle et spatiale entre ce reportage au sein de l'Observatoire de Paris et la maison de la radio, puisque pour les 350 ans de cet Observatoire de Paris, nous sommes donc en compagnie de Thomas Wiedemann et de Françoise Combe pour continuer à parler non seulement un peu de l'histoire de ce lieu, de l'histoire des sciences qui s'y sont déroulées et surtout de son actualité et de son présent. Peut-être simplement une réaction à ce que vous venez d'entendre et à cette visite. On se disait que Claude Catala est vraiment un directeur formidable, un conteur de grand talent. Tout à fait, extrêmement, parfaitement décrit tout ce qui se passait à l'observatoire. On voit à la fois la fabrication d'un récepteur qui va en effet, là c'était millimétrique pratiquement, et puis la lunette d'Arago, c'est fantastique. Oui. Entre les anciens bâtiments et les modernes dans lesquels nous étions justement à la fin du reportage, Thomas Wiedemann. Oui, tout à fait. On a cette chance d'avoir le développement d'instruments de très haute technologie, y compris pour le domaine spatial, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne ou la NASA, dans nos murs. On a cette capacité-là, le Centre national d'études spatiales nous aide pour cela, et c'est une des spécificités de l'Observatoire, d'être en lien permanent avec les grands projets internationaux, y compris pour l'exploration spatiale. On va en parler, hein. On va parler de cette actualité aujourd'hui et des travaux de recherche qui se déroulent toujours à l'Observatoire, et pas seulement des travaux de recherche, de son actualité, puisque l'Observatoire est aussi un lieu d'enseignement, un lieu de transmission, ça fait partie de ses missions. Continuons à raconter tout de même un peu son histoire, ou l'histoire en tout cas de l'astrophysique qui s'est déroulée depuis sa création, depuis la création de l'Observatoire Royal il y a donc 350 ans jusqu'à aujourd'hui. Peut-être on n'a pas beaucoup parlé dans ce reportage parce qu'il a fallu faire des choix de la toute première dynastie des créateurs, des premiers directeurs de l'Observatoire, les Cassini, le premier Jean-Dominique qui était italien d'ailleurs, et puisqu'à l'époque on était directeur d'Observatoire de père en fils, hein, c'était une fonction familiale. À quoi est associé aujourd'hui en termes de recherche, de découverte spatiale le nom de Cassini, Françoise Combe? Il y a les anneaux de Saturne, bien sûr. Il y a les divisions de Cassini. Il a découvert donc toute cette énorme, cette jolie distribution d'anneaux autour de Saturne. Ça, je pense que ça lui est réservé. Il avait aussi invité Romer, je pense. Et donc Romer a été un des premiers qui a fait une découverte époustouflante, c'est-à-dire la mesure de la vitesse de la lumière. Je pense que ça, c'est les premières estimations, puisque la mesure, on en reparlera tout à l'heure, c'est Foucault qui l'a fait, mais également à l'Observatoire. À l'époque, on ne savait pas qu'elle était finie, donc là, c'était vraiment une découverte sensationnelle. C'est ça, c'est le premier à avoir dit que la vitesse de lumière était quantifiable, qu'elle n'était pas infinie. Voilà. À l'époque, les Cassini font aussi, et on l'a pas mentionné dans le reportage, beaucoup de travail en géodésie, puisqu'il faut rappeler qu'à l'époque de la création de l'Observatoire, on n'est pas encore complètement sûr de la forme de la Terre, Thomas Wiedemann. Tout à fait. Il faut comprendre que la Terre vient de se mettre en mouvement au moment où l'Observatoire se crée. À peine 60 ans après Galilée, à peine un siècle après Copernic. Donc tout ceci est très récent. Et donc on apprend à vivre avec une Terre en mouvement, et ça demande beaucoup de nouvelles observations, beaucoup de nouvelles techniques. Et la rotation de la Terre devient un instrument de mesure en elle-même. Et le fait de mesurer la position du sud, du nord, du soleil, d'avoir des horloges précises, nous donne des moyens de mesure tout neufs et tout récents qui permettent d'améliorer la mesure de la forme de la Terre, la mesure des longitudes, comme le rappelait Françoise.
Et effectivement, la question de la forme de la Terre vient très vite se poser, parce que le battement du pendule, qui sert de référence aux horloges que Huygens commence à développer, qui se perfectionnent au XVIIIe siècle, se dérègle au passage à l'équateur et donc fausse les mesures de longitude au-delà des mers, lorsque les marins les emportent ces horloges avec eux, etc. Parce qu'il faut dire que c'est cette dynastie des Cassini, mais le destin des astronomes de l'époque est aussi un destin d'astronomes voyageurs, où il faut voyager pour pouvoir parcourir la Terre et pour pouvoir en comprendre les formes, les dimensions, la structure. Absolument. Dès la formation de l'observatoire, dès sa construction, on a envoyé une expédition à Cayenne, en Guyane, pour mesurer la direction de Mars précise par rapport aux étoiles, et on s'est aperçu qu'elle n'était pas vue sous le même angle que depuis Paris. On a pu pour la première fois, grâce à cette expédition, en 1672, donc c'est très tôt, mesurer la distance de la Terre à Mars avec une précision sans précédent. Effectivement, les voyages vont faire des grandes découvertes à toute cette dynastie de Cassini. Les Cassini, père et fils, jusqu'à la Révolution française, vont avoir aussi la mission de cartographier la France, de cartographier les chasses du roi, mais également évidemment le royaume tout entier. Et donc il va y avoir effectivement un perfectionnement au cours du temps de tous ces instruments de géodésie, de mesure des longitudes et des latitudes. Comment l'observatoire, qui est un observatoire royal, voulu par la volonté du roi Louis XIV, comment cet observatoire justement va-t-il traverser la Révolution française ? Thomas Wiedemann ou François Combe. La Révolution, en fait, il y a eu beaucoup de problèmes à la Révolution. Il y avait aussi quand même des points positifs, c'est-à-dire qu'il a été décidé d'avoir des standards, par exemple le mètre. Et c'est donc la France qui a développé le mètre. Il a fallu justement aux astronomes, il y avait Méchain et Delambre qui étaient des académiciens, qui avaient la mission royale, au début royale, ensuite c'était la République, de mesurer le méridien, donc de Dunkerque jusqu'au sud, même jusqu'en Espagne. Ils ont passé des années, au moins 7 ans, une épopée fantastique entre Méchain et Delambre, et ils avaient des ordres de mission pour trianguler et donc mettre des feux sur les clochers, etc. C'était une épopée extraordinaire. Donc ils ont mesuré ce mètre et peu à peu la communauté internationale, sauf peut-être les Anglais, toujours, ont adopté le mètre qui est la 41 millionième du méridien. Donc il fallait mesurer ce méridien. C'est-à-dire qu'à l'époque les Anglais ne sont pas vraiment des voisins très, très amicaux encore. Donc du coup la structure de l'observatoire va changer après la Révolution. On n'a plus de directeur mais un administrateur. C'est le début de la présence du Conseil aussi. Alors oui, on ne va pas revenir sur les détails administratifs, mais c'est vrai que sous l'Empire, va devenir Observatoire impérial de Paris, etc. Donc le nom va changer, mais ce qui est quand même particulier, ce que Claude Catala rappelait dans le reportage, c'est que l'Observatoire n'a pas cessé d'être en fonctionnement depuis sa création. C'est une des rares institutions au monde à ne jamais avoir cessé, quel que soit le régime en France, et Dieu sait qu'il y en a eu depuis le XVIIIe siècle. Les astronomes ont toujours été au travail et le pouvoir a toujours ressenti le besoin de soutenir cette communauté que nous sommes, et nous en sommes évidemment très, très flattés. Parlons un peu, pour continuer à raconter plutôt l'histoire de la science qui s'est faite et des avancées scientifiques dont a été témoin l'observatoire, ou en plutôt même dont a été le berceau, l'observatoire de Paris. On a entendu deux directeurs, deux administrateurs importants et antagonistes, Arago et Le Verrier. En un mot, peut-être l'héritage d'Arago, puisque l'héritage d'Arago est un héritage important. Oui, Arago a surtout fait la publication, enfin ce que soulignait Claude Catala dans son reportage ici. Il y avait un tableau et un amphithéâtre de 800 personnes, donc il popularisait l'astronomie, donc il est très très populaire là-dessus. De ces découvertes, je pense qu'elle n'était pas aussi spectaculaire que celle d'Urbain Le Verrier qui a découvert Neptune, donc je pense qu'on ne peut pas lui attribuer, n'est-ce pas? Je sais pas qu'est-ce Alors il a animé une communauté de savants au sein de l'Observatoire. La salle Cassini, qui est vide aujourd'hui, était en fait remplie de machines de toutes sortes. La salle Cassini qui est la salle du Méridien, dont on entendait tout à l'heure. Tout à fait. Donc il a en particulier demandé à Foucault, à Fresnel, de développer de nouvelles instruments. C'est là qu'est né le pendule de Foucault, d'une certaine manière également. Et donc voilà, ça a toujours été un lieu industrieux où les nouvelles techniques de leur temps ont vu le jour. Avec bien sûr la naissance de l'électricité, la naissance de la télégraphie sans fil. Enfin, l'Observatoire a accompagné toutes les grandes révolutions de la mesure du temps, jusqu'à, comme on le disait dans le reportage, la fondation de l'horloge parlante au début des années 20. Arago, ce qui est important, c'est-à-dire qu'effectivement son nom n'est pas forcément associé à une grande découverte, mais c'est lui qui a vraiment impulsé une direction, effectivement, à la fois dans le sens de la transmission, qui a toujours gardé l'Observatoire depuis, et puis surtout vraiment une orientation très astrophysique par rapport à ses successeurs, et notamment la coupole qu'il ne verra jamais achevée. Thomas Wiedemann. C'est vrai. Et c'est vrai que le couplage entre l'observation et la théorie est évidemment
le cœur de notre métier, je dirais. Et c'est vrai que Arago a toujours eu à cœur d'associer les nouvelles recherches et le soutien aux travaux scientifiques à leur dissémination, leur diffusion dans un public le plus large. Il avait ce sentiment, à mon avis, très très fort en lui que la science bénéficiait de cette divulgation au plus grand nombre. Et il lui-même payait de sa personne, je dirais. Il ne manquait jamais une de ces séances du samedi soir où il recevait le grand public à l'Observatoire même. Vous me disiez pendant la visite, quand on regardait les gravures anciennes où on voit justement l'assemblage des premières lunettes, etc., qu'à l'époque, vraiment, c'est compliqué d'observer l'espace. On tâtonne, les mesures, enfin tout ça se fait vraiment un peu juger et porté par un moment donné l'intuition, le génie d'un directeur, d'un administrateur. Tout à fait. La science, évidemment, progresse à tâtons. On n'a pas toujours le résultat de nos recherches du premier coup. Et ça fait partie de la recherche scientifique fondamentale. Et effectivement, les lois de l'optique ont été lentes à se mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, nous avons je dirais, un leadership mondial sur les nouvelles technologies auprès des grands télescopes. On a vu pour les radiofréquences à l'instant dans le reportage, mais également dans le domaine visible. On a des instruments qui nous permettent maintenant d'espérer détecter les planètes autour d'autres étoiles avec des techniques qu'on appelle l'optique adaptative pour masquer par des systèmes numériques l'image de l'étoile centrale afin de mettre en évidence la lumière extrêmement ténue des planètes qui sont autour. Et finalement tous ces résultats font aussi l'objet de travaux de développement instrumentaux encore aujourd'hui. Mais on va y venir à l'actualité. François, ce qu'on vouliez réagir. Oui, pour toute la difficulté de l'observation, je pense qu'on peut signaler que quand même on a eu des succès fantastiques puisque le catalogue des galaxies Messier, par exemple, Messier est quelqu'un qui a découvert toutes les galaxies proches. Et ça va de Messier jusqu'à 100, 200. En fait, il était là pour détecter les comètes au début. Puis ensuite, il a vu des objets nébuleux. Il ne savait pas encore que c'était des galaxies. Il les avait nommés. Et on utilise toujours notre compte Messier, comme Messier 31 pour Andromède. Et donc, tout le monde entier utilise Messier. Il faut dire que pour continuer, pour avancer, on va pas rentrer dans tous les détails, mais que Le Verrier, pour parler un peu de lui, outre Neptune, c'est aussi lui qui pose les bases de l'étude météorologique. Tout à fait. Alors c'était dans les missions de l'Observatoire à l'époque du Second Empire, où il régnait sur les équipes de l'Observatoire. C'était un observatoire météorologique qui avait effectivement parmi ses missions le suivi et l'enregistrement de la température. Il y avait des baromètres sur le toit, on avait cette fonction-là. À la demande de Napoléon. C'est Napoléon qui initie ça et qui dit maintenant on doit pouvoir prévoir la météo, évidemment avec un objectif militaire en tête, mais c'est une demande de l'empereur. Alors oui, et je dirais que c'est dans les missions de l'astronomie encore, d'une certaine manière, la planétologie, l'étude des mouvements de la Terre sont liées aussi aux grandes masses. On s'aperçoit aujourd'hui, par exemple, on peut faire une petite parenthèse sur le présent, j'ai envie de dire, que la rotation de la Terre est un petit peu sensible au courant océanique, au climat, à l'évolution des calottes glaciaires. On sait que maintenant tout ceci est extrêmement sensible. On a des mesures grâce aux horloges atomiques de la rotation de la Terre. Donc il y a finalement un lien avec notre environnement encore aujourd'hui qui se développe et sur lequel nous travaillons à l'Observatoire de Paris. Il faut dire à ce propos que l'Observatoire a toujours le contrôle du temps. En fait, c'est nous qui rajoutons une seconde de temps en temps, justement. Comme ça s'est passé le 31 décembre dernier. Tout à fait. Tout à fait. La seconde supplémentaire du 31 décembre, c'est à l'Observatoire de Paris qu'on la calcule. Peut-être dire encore un mot avant d'arriver au XXe siècle et puis à l'ajout des différents sites, à celui de Meudon et puis celui de Nançay en 1956, que Foucault, le célèbre Foucault du pendule, est passé, que le pendule de Foucault d'ailleurs a été installé à l'Observatoire de Paris sur plusieurs étages, à travers un trou qu'on peut voir quand on visite la salle Cassini d'ailleurs, qui va du plafond. Tout à fait. Il avait commencé chez lui, puis il trouvait qu'il n'y avait pas assez de hauteur de plafond, donc il s'est dit que c'est là qu'il y aurait beaucoup plus de chances de montrer le résultat, qui a été ensuite montré au grand public. Et absolument, c'est une des preuves expérimentales de la rotation de la Terre, dont nous parlions tout à l'heure, qui a fait grand bruit à l'époque, puisque c'est la première fois qu'on pouvait le montrer avec autant d'évidence pour le commun des mortels. Et puis surtout, Foucault, on en parlait tout à l'heure, Françoise Comte, c'est le premier pour le coup à avoir effectuer un calcul de la vitesse de la lumière qui s'est avéré extraordinairement proche de la réalité. Oui, c'est assez époustouflant. Vu les moyens techniques dont il disposait, aujourd'hui c'est facile d'avoir 10 chiffres significatifs, mais là, il avait aussi des roues dentées. Et regardez
les photons qu'ils aient placés là, avec une précision extrême. Hein. Donc c'est vraiment, on peut être admiratif devant cette précision. Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'électricité au moment de l'expérience de Foucault, et donc il utilisait la lumière du soleil et une machine à vapeur pour faire tourner les miroirs très rapidement. C'est des machines d'une complexité qu'on ne pourrait pratiquement pas reproduire aujourd'hui. Donc passons sur arrivons progressivement à l'époque moderne. 1926, fusion du site de Meudon et de Paris. Le site de Meudon préexistait à l'Observatoire de Paris. Vous pouvez nous en dire un mot, Thomas Wiedemann? Alors c'est au moment du siège de Paris en 1870, de la chute de Napoléon III. La République a repris la main sur ces sites impériaux, en particulier le domaine de Meudon, et ce château en ruine avait vocation à être détruit. Et c'est Jules Janssen, un astronome je crois qu'il n'était pas encore à l'Académie à ce moment-là, qui a décidé de convaincre le ministère de l'Instruction publique de récupérer le site pour des observations solaires. Il trouvait qu'il était trop difficile de les faire à l'Observatoire de Paris, qui était déjà à l'intérieur de Paris à la fin du XIXe siècle. Et donc Meudon, qui était un petit peu plus au sud, un petit peu plus à la campagne, était plus propice selon lui. Et donc il a convaincu, et c'est ainsi que le site est né. Et depuis, il a été effectivement fusionné administrativement à l'Observatoire de Paris. Nous ne formons qu'une seule entité. Établissement. Voilà. Et puis il va y avoir une troisième tête à l'hydre, qui en avait plus que trois. Et là c'est aussi important, puisque c'est une impulsion de l'Observatoire de Paris, Françoise Comte, c'est la création de la première station de radio astronomique. Oui, c'est aussi un lien avec l'École normale supérieure, puisque c'était Rocard qui avait acheté le terrain. Donc le terrain appartenait à l'École normale pendant très longtemps. Et des normaliens, par exemple Lequeux, de Nice, etc., sont allés sur place avec des Würzburg, c'est-à-dire ce qui restait, parce que c'était en 1950, 50, 60, il restait des radars de la guerre, de l'ancienne guerre, et donc ils ont travaillé, regardé les ondes radio qui venaient du ciel avec ces télescopes-là, rudimentaires au départ. À Nancy, près de Vierzon donc, et ce site qui pour le coup est toujours un site actif, et on va en parler dans quelques instants. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Venus des Shocking Blue, Venus, la planète Vénus qui est intimement liée à l'Observatoire de Paris, puisque, comme on l'a entendu dans le reportage tout à l'heure, il y a une fresque, une magnifique fresque qui représente le passage de Vénus devant le Soleil dans la salle du Conseil de l'Observatoire de Paris, auquel nous consacrons toute cette heure d'émission pour ces 350 ans d'histoire que nous avons retracée en un temps beaucoup plus court, en une petite demi-heure. Nous allons parler du présent et de l'actualité maintenant de l'Observatoire de Paris avec Françoise Combe, qui est astrophysicienne au Lermont
Bourama et Thomas Widmann, docteur en astrophysique et en planétologie au LESIA, qui sont deux des nombreux laboratoires associés à l'Observatoire de Paris. Nous voici donc arrivés à aujourd'hui et à son activité actuelle, avec ses 3 sites, ses 240 chercheurs, 400 personnels techniques et administratifs, 150 doctorants et post-doctorants. C'est le 2e observatoire au monde, après celui d'Harvard, et le plus ancien encore en activité, comme on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, quels sont précisément les principaux champs d'activité et de recherche, Françoise Combe, de l'Observatoire de Paris, puisqu'il y en a beaucoup, il y a un grand nombre de programmes, on ne va pas pouvoir tous les évoquer, mais parlons des principaux. Il y en a un très très grand qui est en cours en ce moment, Gaïa, qui est un satellite donc, qui est astrométrique, qui a fait suite à Hipparcos, qui avait déjà été un site qui avait permis d'avoir les parallaxes, donc les distances et puis les mouvements propres des étoiles dans le voisinage du Soleil. Là, ça va beaucoup plus loin. Gaïa, il y a déjà 1 million d'étoiles bien précises. Donc il y a toute la carte du ciel, et on va peut même voir un petit peu dans Andromède, notre voisine, des précisions, des étoiles avec extrêmement des précisions. Donc ça va nous faire énormément de progrès sur les distances, sur le mouvement des étoiles et même la dynamique de la Voie lactée. Donc c'est pour l'instant, ils ont pris beaucoup de mesures, ils ont produit une carte et bientôt on va les analyser et on va avoir une moisson de résultats fantastiques. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, quand on envoie des satellites et qu'on reçoit des données, ces données-là, elles ne parlent pas toutes seules. Il faut beaucoup de monde, il faut des équipes complètes et des laboratoires pour analyser, pour traiter. Pour donner un exemple, on continue à travailler sur les données qu'a rapporté la dernière mission Apollo, qui est revenue sur Terre depuis la Lune. Oui. Oui. Et d'ailleurs, il y a des roches lunaires encore qu'on peut analyser. Tout à fait. L'exploration spatiale est récente, c'est quelques décennies, une 50aine d'années, et il y a encore des données utiles à nos recherches scientifiques. Quels sont donc les autres? Alors il y a Gaïa par exemple, parlez-nous Thomas Widmann des autres secteurs d'activité et de recherche. En ce qui concerne l'observatoire, je pense qu'on peut distinguer entre les développements de l'astronomie depuis le sol, dont on parlait, et l'astronomie dans l'espace. Donc ce sont un peu nos 2 grands domaines d'activité, en plus des modèles numériques, parce qu'il y a aussi beaucoup de travaux sur ordinateur qui simulent l'univers, l'expansion de l'univers, la dynamique des galaxies en particulier. Avec la nouvelle branche de l'astrophysique qui est la recherche des exoplanètes, c'est-à-dire les planètes autour d'autres étoiles, il y a aussi beaucoup de nouvelles activités, à la fois dans le domaine des nouveaux instruments pour observer ces exoplanètes, soit qu'elles passent devant leur étoile, soit qu'elles soient visibles, comme je le disais tout à l'heure, par coronographie, c'est-à-dire en masquant l'étoile centrale. Donc des nouvelles techniques, tant depuis le sol que depuis l'espace. Alors depuis l'espace, c'est plus compliqué parce que les possibilités d'envoyer des satellites sont pas fréquentes. Ce sont des appels d'offres internationaux, compétitifs, donc il faut soumettre des dossiers prodigieusement complexes. En collaboration avec d'autres pays et d'autres agences spatiales en général. Même en France, puisque vous travaillez en partenariat avec l'ESA régulièrement, avec le CNES. Et donc ça demande une certaine endurance, parce que quelquefois les projets sont acceptés, puis ça s'est retardé de plusieurs années, etc. Alors il y en a plusieurs qui sont en cours de sélection, en particulier avec le programme Cosmic Vision de l'Agence spatiale européenne. On a 2 missions qui pourraient être lancées dans le milieu de la décennie prochaine, qui sont en sélection finale. Il y en a l'une s'appelle Ariel, l'autre Thor, et dans ces 2 missions pour l'étude du système solaire, des systèmes d'exoplanètes et d'autres branches de l'univers, nous sommes dans la compétition finale. Donc si l'une des 2 sur ces 3 dernières est sélectionnée, l'Observatoire sera donc de plein pied dans ce projet M4, comme on l'appelle. Et racontez-nous, Ariel et Thor, en quelques mots, c'est quoi le dossier de candidature? Qu'est-ce que vous voulez essayer d'envoyer dans l'espace? En ce qui concerne Ariel, que je connais mieux, il s'agit d'un spectromètre, d'une suite de spectromètres en orbite terrestre, donc, mais qui sont affranchis de l'atmosphère terrestre, donc qui ont une capacité de voir dans des longueurs d'onde qui ne sont pas faciles à observer depuis le sol, en particulier le proche infrarouge, où on essaye de mesurer ce qu'on appelle les gaz biomarqueurs dans les atmosphères. Lorsque la planète passe devant son étoile, on espère pouvoir trouver dans la partie de l'étoile qui passe à travers l'atmosphère des traces, des signatures en quelque sorte, certains éléments comme l'oxygène, la vapeur d'eau, qui pourraient nous donner peut-être l'évidence qu'il existe des formes non pas de vie, mais en tout cas d'évolution de cette planète dans la direction de la vie, qui serait donc ce qui est un petit peu le Graal de la recherche en astrophysique. On cherche à voir s'il y a d'autres endroits dans l'univers où il existe
la vie, bien sûr. Il y a d'autres projets, notamment l'Observatoire de Paris participe à la construction, là pour le coup c'est sur Terre, de l'EELT, l'Extremely Large Telescope européen. Oui, c'est un télescope qui au départ faisait 40 mètres, maintenant il en fait 39 peut-être, parce qu'on a des réductions de crédit. Mais c'est donc un énorme télescope, Extremely Large, qui va être mis au Chili. On a déjà commencé à bâtir un petit peu le plancher. Donc on a fait des travaux de route et d'infrastructure sur le télescope. Et donc il y a énormément d'instruments qui sont préparés à l'Observatoire de Paris pour faire de la spectroscopie, faire de l'imagerie. Et on participe avec des consortiums européens. Donc c'est quelque chose d'européen. Et on a aussi des Américains qui ont un télescope de 30 mètres qui est en compétition, mais on sera le HTC. Non, le TMT, pardon. Le 30 meter. Parce qu'il y en a 3. On a fait une émission, on a consacré une émission entière au télescope géant, c'était il y a 15 jours. Et comme d'habitude, on va vous mettre le lien évidemment sur le fil Twitter de l'émission pour que vous puissiez aller réécouter cette émission avec passion. Alors avec l'ELT, on fera beaucoup de choses. On fera à la fois de la cosmologie, des galaxies très très lointaines qu'on arrive difficilement à voir aujourd'hui même avec les télescopes spatiales comme le HST, le Hubble. Et puis aussi des exoplanètes. Donc on fera tout, les galaxies, la cosmologie, les exoplanètes. Mais pour rester dans l'espace, j'aimerais parler aussi quand même en fonction de la chronologie de deux gros télescopes spatiaux dont on a beaucoup bénéficié et qui sont encore en cours d'exploitation. Planck et Herschel qui ont été lancés en 2009, qui sont terminés en 2013. Mais on a encore de résultats et on continue à exploiter. Alors Planck, c'était le fond cosmologique, micro-ondes à 3 degrés Kelvin et qui nous donnait un petit peu le début de l'univers, le Big Bang. On a appris beaucoup de choses. Et puis Herschel, c'était la poussière qui était chauffée par les étoiles. Donc on a appris toute la formation des étoiles dans les galaxies à toutes les distances. Donc ça a été formidable. Et c'est encore en cours d'exploitation à l'Observatoire de Paris. Et ce sont des opérations auxquelles l'Observatoire a participé. Et puis dans le futur, moi je parlerai d'Euclide, qui va être lancé en 2020. Donc c'est vraiment très proche, en 3 ans. Et il y a des équipes à l'Observatoire de Paris qui travaillent sur Euclide. Ça va être 12 milliards de galaxies. On va regarder tout le ciel. C'est un télescope spatial un peu comme Hubble, mais au lieu d'avoir un tout petit champ, c'est un très grand champ. Donc on verra 12 milliards de galaxies. Ça nous permettra de savoir statistiquement si elles sont distribuées d'une façon ou d'une autre, de manière à avoir l'énergie noire, en fait la nature de l'énergie noire. Cette énergie noire qui est nécessaire dans les équations pour comprendre l'expansion de l'univers. En 2020, il y a une autre mission à laquelle participe l'Observatoire de Paris. Et puis on parlera du reste de ces missions après. C'est la mission Mars 2020 aussi dans laquelle est impliqué l'Observatoire. Tout à fait. Le LESIA, notre laboratoire en particulier, développe l'une des caméras, l'un des systèmes optiques qui vont analyser les roches martiennes. Donc c'est la première fois que l'Observatoire est impliqué entièrement dans un des rovers martiens. Ce que je voulais dire et qui complète un peu ce que disait Françoise, c'est que on est en astrophysique contraint d'analyser le rayonnement lointain de l'univers, puisqu'on ne peut pas y aller. On est obligé d'attendre que la lumière nous transporte l'information, c'est un petit peu le principe. Et la seule exception, c'est le système solaire, où nous avons des distances suffisamment courtes que nous pouvons, dans la durée d'une vie humaine, envoyer des instruments et avoir leur exploitation. Donc il y a ce champ d'études dans lequel l'Observatoire est également prodigieusement impliqué. On parlait de Cassini tout à l'heure, la mission Cassini est encore en orbite autour de Saturne. Tout à fait. On a vu des images superbes, notamment de l'hexagone, de ce magnifique hexagone au pôle Nord. Beaucoup de chercheurs de l'Observatoire sont impliqués dans l'exploitation des données Cassini. La mission Huygens aussi, qui était associée à Cassini, qui est la première fois où l'Europe a pu poser une sonde spatiale sur Titan, le satellite principal de Saturne, avec des instruments où l'Observatoire était là aussi fortement impliqué. Et donc, effectivement, en 2020, on espère pouvoir avoir des données de l'Observatoire de Paris sur un rover martien, ce qui est aussi une grande performance pour nous. Parlons un peu des autres missions dans le temps qui nous reste, parce qu'il n'y a pas que de la recherche et que de l'astrophysique à l'Observatoire de Paris. Il y a aussi, et j'ai été surpris en le découvrant, une école doctorale. On peut être diplômé de l'Observatoire. Tout à fait. Oui. Alors l'Observatoire fait partie ce qu'on appelle une communauté d'établissements universitaires, Paris Sciences et Lettres.
Et là, depuis de nombreuses années, nous avons effectivement des jeunes chercheurs qui sont formés à l'Observatoire et à qui on délivre le diplôme de docteur de l'Observatoire de Paris. Il y a aussi des professeurs, des maîtres de conférences, donc c'est un petit peu équivalent à une université, mais à une université d'un haut niveau, quoi. Vous avez repris finalement le legs d'Arago qui avait été détruit par Le Verrier, vous avez continué ces travaux d'accès aux sciences, etc. Mais il n'y a pas que les étudiants qui peuvent se former à l'université de l'Observatoire. Pour les retraités, pour les gens qui travaillent, on peut suivre des cursus, des diplômes d'université. Tout à fait. Voilà, c'est pour nos auditeurs qui peuvent être intéressés. Il y a différents types de cours qui sont dispensés, pas uniquement pour des filières universitaires initiales. Oui, il y a des examens qu'on peut passer, il y a des cours à distance, il y a des MOOC, il y a tout ce genre de choses qu'on peut passer, mais il y a aussi des conférences grand public, même sans examen à la fin. Donc si les gens veulent se cultiver, dans la soirée, il peut y avoir des conférences annoncé à l'avance sur le site web, je pense. Sur le site d'ailleurs, et j'en profite pour dire que le site des 350 ans de l'Observatoire vient tout juste d'être mis en ligne, c'est 350ans.obspm.fr. On va vous mettre une fois de plus évidemment le lien sur le fil Twitter de l'émission. Et puis il y a un autre élément qu'on a abordé rapidement et qui faisait partie de la visite mais que je n'ai pas pu inclure dans le reportage faute de temps, c'est le temps précisément. Écoutez. Il sera 10h54 minutes. Et oui, puisque c'est une des missions de l'Observatoire d'être le maître du temps. Thomas Widmann, ou Françoise. C'est Exclangon qui était un des directeurs de l'Observatoire qui en avait un petit peu assez d'être toujours interrompu par le téléphone en disant quelle heure est-il. Et donc il a eu l'idée d'avoir quelque chose d'automatique. C'est la première horloge parlante de l'Observatoire, c'est dans les années 40-45. Et puis ensuite, peu à peu, ça s'est perfectionné et maintenant, ça devient, c'est relié à l'horloge atomique en fait. Et bon, les heures paires, je crois que c'est une voix masculine qui parle, les heures impaires, une voix féminine. La parité est absolument respectée. Effectivement, l'horloge parlante, alors aujourd'hui où tout le monde ou presque a l'heure sur son téléphone et où on a oublié, mais l'horloge parlante qui existe encore, c'est un numéro qui est accessible. Je me souviens plus, 3699. Ça doit être ça, ouais. Et elle est hébergée dans l'Observatoire de Paris, ainsi qu'effectivement 3 fontaines atomiques au césium, qui sont aujourd'hui la méthode de définition du temps et de la seconde. Oui, et il faut dire qu'on fait aussi de la recherche avec cela, parce que on a 16 chiffres significatifs là-dessus, et on peut voir si les constantes fondamentales, comme la vitesse de la lumière, la constante de gravitation, ont varié au cours du temps. Et là, il y a des théories qui prédisent qu'elles devaient varier, et on permet de restreindre l'éventail des théories avec cette horloge. Et on va bientôt la mettre dans l'espace. Il y a une expérience qui s'appelle Pharao et qui va donc s'affranchir un peu de la gravité et avoir des fontaines atomiques encore plus fiables. Donc on va gagner des chiffres significatifs sur la précision. Et on pourrait être de plus en plus précis dans le calcul de l'âge de l'univers. Et puis je vais en profiter parce que finalement, il n'y a pas de petit profit pour vous renvoyer vers l'excellente émission que nous avions consacrée au temps et précisément à ces horloges atomiques avec Étienne Klein et Elie Düring. Dites-moi aussi, Thomas Widmann, on a parlé des missions d'enseignement, des missions universitaires, etc. Mais l'une des missions principales, telle qu'elle est écrite dans le cahier des charges de l'Observatoire de Paris, c'est la diffusion des connaissances et de la médiation vis-à-vis du public. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas visiter comme ça, on ne peut pas rentrer dans l'Observatoire, mais de temps en temps, vous organisez des portes ouvertes, il y a les journées du patrimoine. Voilà, alors l'architecte Claude Perrault, comme on en parlait tout à l'heure, n'avait pas prévu les réglementations de plus en plus strictes sur l'accès du public à ce type d'établissement, donc ça nous demande beaucoup d'efforts et malheureusement la plupart de nos efforts financiers vont vers les projets scientifiques et il nous reste pas beaucoup pour gérer notre patrimoine historique, ce que nous cherchons à faire. Mais effectivement, lorsque nous pouvions encore être ouverts pour les journées du patrimoine, on essaie de sensibiliser le grand public à ces questions du bâtiment. Et donc on veut mettre en évidence que l'astronomie n'est pas seulement une activité scientifique, mais c'est aussi une activité culturelle, en quelque sorte. Elle fait partie du patrimoine culturel de notre société, et on pense que c'est aussi un moyen d'accès du plus grand nombre à nos connaissances, parce que finalement, dans la vie de tous les jours, on parlait du temps tout à l'heure, mais également de l'espace, du lever du soleil, du coucher du soleil. Évidemment, l'astronomie est présente en permanence pour nous. Il y a au rez-de-chaussée, dans la grande salle du bas, d'ailleurs, un
un musée où vous avez conservé une forme, les traces de l'histoire justement, de cette histoire de l'astrophysique, avec des pièces assez belles, des cartes du ciel peintes qui sont vraiment très belles et très touchantes presque. C'est ça, c'est que en fait notre bibliothèque a un rôle pour les archives. On a des manuscrits extrêmement précieux, extrêmement anciens d'observations astronomiques, des collections d'objets, d'instruments qui remontent parfois au XVIe, XVIIe siècle, que dont certains collègues ou anciens directeurs ont finalement fait donation dans les collections de l'Observatoire. Donc ce sont des collections qui sont accessibles. Les personnes qui veulent consulter les archives, qui sont d'ailleurs accessibles en ligne, peuvent le faire. Nous avons aussi des archives iconographiques très importantes, des photographies du début du XXe siècle d'objets spatiaux, d'objets du ciel, des cartes du ciel en particulier, qui nous permettent aujourd'hui de reconstituer la trajectoire très précise des météores, des astéroïdes dans le système solaire. On reconsulte, on numérise ces anciennes plaques photographiques, par exemple. On a un programme pour cela. Et finalement, ces archives peuvent encore être exploitées encore aujourd'hui. Quelle est la répartition des laboratoires entre le site de Paris, le site de Meudon et le site de Nançay aujourd'hui? Le site de Nançay, par exemple, a des usages très particuliers, Françoise Combe, notamment vis-à-vis du Soleil. Il y a le réseau héliographique, oui. Il y a aussi le grand radiotélescope qui observe à l'arrêt 21 cm de l'atome d'hydrogène, donc ça permet d'observer pas mal de galaxies. Je dirais aussi qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est l'occasion, de nouvel instrument SKA, Square Kilometer Array, qui est le futur radiotélescope géant auquel participe Nançay. Donc il y a les prototypes de ce télescope qui sont là-bas, qui s'appelle Embrace par exemple. On va reconstruire des lobes radio là-bas. Et quelque chose qui s'appelle Nénuphar. Ça veut dire tout un tas de dipôles qui occupent une grande surface et qui permet d'observer la radioastronomie. Donc il y a beaucoup de développements nouveaux qui se passent à Nançay, bien qu'il a été construit par le général de Gaulle en 1950. Il y a une nouvelle effervescence de nouvelles technologies à Nançay. Donc je pense que c'est à souligner. Donc il y a énormément de personnes qui observent aussi le Soleil, qui observent le H1 à 21 cm et aussi peut-être jusqu'au Big Bang. Donc. Quel est un mot, peut-être alors, pour conclure, dites-nous quand même un mot, c'est assez amusant, c'est que l'Observatoire de Paris, on l'entend, a beaucoup de missions, a beaucoup de sites, a beaucoup de laboratoires, et l'Observatoire de Paris, Thomas Wiedemann, a même des résidences d'artistes. Oh. C'est une vieille histoire, oui, mais parce que effectivement, l'observatoire est au centre d'un parc qui était à la campagne à sa création, mais qui est maintenant entouré par la ville, qui la grignote inexorablement. Et à des intervalles réguliers, au cours de ces 350 ans d'histoire parfois mouvementée, au cours des différents régimes, les autorités ont voulu reprendre une partie du parc. Donc à une époque où, en échange de préserver ce parc et dans sa tranquillité pour le travail des astronomes, la mairie a imposé des ateliers d'artistes que l'on peut encore visiter. Je crois qu'il existe encore un artiste en résidence parmi ces ateliers, tout à fait. Pardon, excusez-moi. Et ces ateliers, en fait, étaient les étables des chevaux, parce qu'en fait il y avait des chevaux à l'époque qui faisaient la navette entre Paris et Meudon. Donc c'est les anciennes étables. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup Françoise Combe, merci Thomas Wiedemann d'avoir accepté notre invitation pour nous raconter l'histoire des 350 ans de l'Observatoire de Paris. Je vous renvoie aussi à ce très bon numéro du magazine L'Astronomie de janvier 2017 consacré à l'Observatoire de Paris et à ses 350 ans. Si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie également au site qui vient, comme je vous le disais, d'ouvrir pour les 350 ans de l'Observatoire. Et puis n'oubliez pas surtout de prendre vos places pour le forum L'année vue par les sciences du 25 février à la Sorbonne. Je vous renvoie là sur le site de franceculture.fr. C'est samedi prochain, c'est gratuit, mais les inscriptions sont obligatoires en ligne. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Céline Lezen, Mathieu Lefrançois, à la réalisation Milena Elig, à la technique Élise Le et au droit d'auteur Jean-François Souvilly.
Et demain, table ronde consacrée à la fiction. Et quelle table ronde Mazette! Nous parlerons du genre space opéra avec l'un des piliers de la science-fiction française, Serge Lehmann, et un jeune et brillant auteur, Romain Lucaso, qui vient de publier un extraordinaire roman de science-fiction que je vous recommande tous, Latium, qui emprunte autant à Herbert qu'à Dan Simmons, en passant par Corneille et Leibniz. Ils seront tous les deux autour de la table de la méthode scientifique demain, 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 de la méthode